Forum, Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Soyez les bienvenus à la Radio Forum FM. La radio-télévision des droits de l'homme Forum diffuse tout le mois de juin 2022 les cas de violation des droits fondamentaux, notamment des cas de discrimination, des arrestations arbitraires, des détentions abusives, des violations de l'intégrité physique des individus et droits sociaux. Pour marquer les 6 ans de la détention abusive du vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, le Forum Radio-Télévision consacrera ses programmes pour parler de la vie, l'œuvre, le projet de société du général Mokoko, ainsi que son arrestation, sa détention et son procès injuste et irrégulier. Bonsoir, chers amis. Alors, nous sommes dans un débat à bâton rompu sur la vie, l'œuvre, l'engagement politique du général Jean-Marie Michel Mokoko. C'est un entretien à bâton rompu. Il n'y a pas un thème spécifique, puisque nous allons faire plusieurs séances. Alors, celui qui a l'intention de rebondir sur un sujet, il peut rebondir, il peut parler. Maintenant, si nous n'épuisons pas le thème d'aujourd'hui, nous allons revenir sur cela la prochaine fois. Mais moi, je voudrais vous parler aujourd'hui du soldat qui s'est engagé en politique après la conférence nationale. Nous connaissons le parcours du général Jean-Marie Michel Mokoko, qui finalement est sorti du pays pour la première fois en 1993, et entre-temps, il a réfléchi, il a publié un ouvrage en 1996 intitulé « Le temps du devoir ». Lorsque nous parcourons cet ouvrage, on se rend compte qu'il parle de l'armée. L'armée qui devait être au service de la nation et non défendre les intérêts partisans. Alors, lorsqu'il a constaté que l'armée ne joue pas son rôle, et lui, il a pris l'engagement d'écrire un ouvrage que vous connaissez, Le temps du devoir. Et son engagement politique, en réalité, après la conférence nationale, est parti de là. Donc, si on peut débattre, est-ce que vous pensez qu'il était normal, qu'il avait pris une bonne résolution de s'engager ouvertement en politique en ce moment-là, en 1996? Je vous donne la parole, on en débat, et puis chacun mettra ce qu'il voudra. Lionel, merci pour cette introduction. J'estime pour ma part que pour donner la dimension que le personnage Jean-Marie Michel Mokoko mérite, je pense qu'il serait intéressant de connaître ses origines. L'homme politique, l'homme qu'il est devenu, c'est très bien, mais c'est tout aussi bien de connaître quelles sont ses origines, quelle a été son enfance. Est-ce que justement l'enfance de notre leader n'a pas été... quelle a été justement l'influence, l'impact de son enfance, de sa vocation, de son choix vers la Grande Muette. Tout ça, ce sont quand même des questions qui méritent d'être soulevées avant, je pense, de connaître qui est réellement le général. Voilà. Merci.
Oui, en effet. Enfin, moi, je rebondis là-dessus aussi, c'est-à-dire que finalement, c'est toute une trajectoire de vie. Hein. Quand quelqu'un décide de se mettre au chevet d'une société, il part d'un engagement qui est construit depuis l'enfance. Hein. C'est-à-dire que tu as des repères, tu as une structuration familiale où il n'y en a pas de toutes les façons, où tu vas à ce moment-là, à l'adolescence, on va dire crise de l'adolescence, parfois la crise de l'adolescence, c'est le moment où on remet en question, on met en cause les valeurs qui nous ont habités. Mais c'est aussi le moment où on consolide les valeurs qui nous ont fait habiter. Hein, ce qui fait qu'on part du droit à l'éducation, hein, mais aussi du devoir à l'éducation. Or, lui, il choisit le mot, le devoir, le temps du devoir. Mais ça veut dire qu'avant, il a franchi ce qu'on appelle les interdits fondamentaux. Et il a franchi ce qu'on appelle le cadre de l'éducation qui te donne des repères. Hein, et qu'effectivement, son enfance donne déjà des repères sur le futur qui risquerait d'être. Hein, la destinée, hein, destin d'homme, hein, on peut parler déjà de destin de l'homme. Et je suis d'accord avec ce que Lionel dit, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va dire destin d'un homme politique, où il y avait déjà des prédispositions, il y avait déjà des prémices sur l'engagement futur qui est le sien. Voilà. Effectivement, parce que le général Jean-Marie Michel Mokoko né à Mosaka, bon, ça paraît anodin, mais pour moi, le fait de naître à Mosaka n'est pas anodin. Pourquoi? Mosaka est au confluent il y a trois voire quatre affluents du fleuve Congo qui se jettent à proximité de Mosaka. Pourquoi je prends cet exemple? Je prends cet exemple déjà pour montrer et pour dire que Jean-Marie Michel Mokoko, pour moi, il est né républicain déjà, géographiquement parlant déjà, par rapport à ce que je viens de dire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Mosaka est un grand carrefour culturel dans lequel va se trouver immergé J3M. Son père, Jean-Marie Michel Mokoko, alias Mundele, est comptable à la CFHBC, compagnie française du haut et du bas Congo. Voilà, du haut et bas Congo. Alors, son seul nom est assez évocateur de la dimension cosmopolite de l'entreprise, la CFHBC. Et Mosaka est le hub, le cœur de ses activités. Celles-ci sont la culture et l'exploitation du palmier à huile. Il y a aussi le métier de transport de tout ce qui est marchandises par voie fluviale et l'établissement de magasins et de comptoirs. À Mosaka, J3M aura pour camarades et amis les enfants des cadres Mundele de la CFHBC, mais aussi de jeunes Congolais issus d'horizons divers, formant du coup un melting pot. Parmi ses camarades et amis, on trouvera Albert Otina, dont le père travaillait au département de transit de la CFHBC et qui deviendra quelques années plus tard son camarade, son collègue. Son collègue à l'école générale Leclerc. On retrouve aussi des jeunes camarades comme Samuel Bidier, José Bumputu, dont le fils, je crois, sera dans l'armée
pendant un moment. Et bon, enfin, moi, le nom m'évoque parce que je sais qu'il était joueur de foot du club Inter. Voilà. Et donc, Jean-Marie Michel Mokoko est un élève brillant, mais très turbulent. Et je crois aussi que les prénoms qui lui ont été attribués ont contribué à forger ce destin. Je m'explique. Ses parents étaient très pieux. Son père était un des principaux animateurs de la chorale de Saint-Vincent de Paul, à Poto-Poto. Et ses parents l'avaient, dès la naissance, placé sous le manteau protecteur de la Vierge Marie, d'où le nom Marie. Ce qui explique également la probité morale qu'on retrouve chez lui, la rigueur qu'il va hériter également de son père, parce que son père était, avant de devenir le comptable de la CFHBC, son père était enseignant à l'école Saint-Vincent de Paul. Et il aura d'ailleurs parmi ses élèves un certain Létimbé Ambili, qui nous a quittés, qui n'est plus de ce monde, ancien ministre, et Édouard Ebouka Babakas, que tout le monde connaît, le grand ministre des Finances sous Massamba Teba. Oui, douanier. Voilà. Ensuite, je termine également, en restant toujours dans la symbolique des noms, le second prénom, Michel. Michel est celui qui va, ce prénom-là, biblique, d'origine biblique, qui va le pousser, sans le savoir, vers le creuset de la nation que constitue l'armée. Et donc, Michel, dans la Bible, c'est un prénom qui symbolise la protection. On dit d'ailleurs que Michel, ou Saint-Michel, qui est un des trois principaux archanges, si je ne m'abuse, je parle sous le contrôle de la sœur Agathe, ce prénom est donné au chef de la milice céleste, celui qui est chargé de terrasser l'ennemi. Alors moi, je fais un clin d'œil. C'est pas Saint-Georges, ça? Non, je plaisante. Je fais un clin d'œil déjà là à sa future fonction de chef d'état-major, de défenseur de la démocratie et de la nation. Voilà en quelques lignes ce que je pouvais introduire pour parler un petit peu de son enfance. Bon, j'ai un petit peu monopolisé la parole, donc je la laisse aux autres. Voilà. Mais je vais faire un commentaire en tant que psy. Ok. Un petit commentaire. C'est ce qu'on appelle la métaphore du nom du Père. C'est-à-dire qu'il a des sources, il a la croisée des sources et il va en faire des ressources pour rebondir et diriger les affaires de l'État. La métaphore du nom du Père, c'est ce qui te met symboliquement au pouvoir parce que tu as habité par ça. Bon, peut-être que effectivement la sœur Agathe, il y a des choses comme ça, enfin, il y a des éléments comme ça qu'elle peut développer. Mais bon, voilà. Oui, mais en tout cas, ce que vient de dire notre ami est très intéressant. Moi, je l'ai côtoyé, nous avons discuté un peu de son parcours. Les éléments tels que vous les avez évoqués, c'est intéressant parce que le public également se rende compte du personnage qui brigue la magistrature suprême dans notre pays. C'est pas comme on le voit aujourd'hui. Celui qui est à la tête ne connaît pas tellement son parcours ou ses filiations normales. Je vous remercie de nous avoir éclairés dans ce sens-là. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. T'as voté Jean-Marie Mokoko, t'as voté Général Mokoko, t'as voté. Maître,
est-ce que tu me permets de rebondir aussi sur ce que venait de dire Lionel pour essayer d'approfondir un tout petit peu. Je crois que si Lionel a relevé cet aspect-là de son lieu de naissance, qui était une ville un peu cosmopolite, puisque là, il y avait les frères Préchaud qui avaient installé leur compagnie, comme on le disait. Cette compagnie-là recrutait des Congolais de toutes les tribus qui étaient là, donc à Mosaka. Et donc, Jean-Marie Michel Mokoko, depuis sa petite enfance, a côtoyé des compatriotes de tribus différentes. Ça aussi, il faut le relever dans le contexte actuel de notre pays, donc voir l'ouverture de la personne vers d'autres compatriotes qui ne sont pas nécessairement de sa tribu. D'abord, il est né dans une ville qui n'est pas celle de sa tribu, déjà. Et après donc cette petite enfance, là, je crois, l'âge de 11-12 ans, il quitte pour l'école générale Leclerc, où il rencontre cette fois non pas seulement ses compatriotes, mais d'autres Africains, donc qui viennent pour l'école générale Leclerc. Donc, c'est quelqu'un qui était un peu dans son enfance, dans un milieu très ouvert, et donc dépassant la notion de tribu, d'ethnie, et essayant de beaucoup plus regarder la République qu'il faut construire, de par sa formation de militaire parce qu'il faut défendre la République, et pardon que cette enfance-là où il a eu des contacts de tout type. Voilà donc cet aspect, il faut quand même aussi le souligner, qui le place un peu de façon différente par rapport aux autres Congolais que nous connaissons, qui s'appuient souvent sur la tribu, qui ne regardent pas la compétence de tout un chacun. Voilà donc le petit peu que je voulais apporter, et je crois que là, petit à petit, on est en train de faire le tour par rapport à ce qui pourrait expliquer ou faire interpréter l'attitude du général Jean-Marie Michel Mokoko dans les années 90 pour s'engager dans la politique. Voilà. Oui, mais son engagement était un engagement obligatoire parce qu'on était sous le monoparti. Parce que l'officier de son rang ne pouvait pas être en marge du comité central du PCT, ni au PCT. Il y avait une certaine contrainte, étant donné qu'il y avait une commission politique à l'armée. Non, c'est bien de relever cet aspect. Cela montre que le général Mokoko fait la politique depuis longtemps. D'abord, au départ, par obligation, parce que c'était, je ne dis pas un phénomène de mode, mais c'était les contraintes du système monopartiste que nous connaissions. En tant que chef d'état-major, il devait être membre du Parti congolais du travail. Mais lorsque nous arrivons dans les années 89 avec la dépolitisation de l'armée, le général Jean-Marie Michel Mokoko a dû nommer des officiers qui n'étaient pas membres du parti, mais qui ont dirigé des bataillons. Ça, je peux même donner un exemple. Le commandant du 36e BIM, c'était un capitaine à l'époque qui n'était pas membre du Parti congolais du travail. Quand il fallait maintenant dépolitiser l'armée, il y avait des responsables militaires qui étaient nommés sans être membres du Parti congolais du travail. Alors, là, je voudrais rebondir quand même. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur, mais il exerce une fonction de tiers. C'est-à-dire qu'il a suffisamment d'ascendant, une vision de l'aigle, on peut dire, pour à un moment donné consolider le fait de dépolitiser alors qu'il est à l'intérieur même du système. C'est-à-dire qu'il voit fonctionner le système et il va exercer une fonction. Hein, vous voyez, fonctionner, fonction. La fonction de tiers. C'est-à-dire celui qui fait un pas de côté pour voir comment ça se déroule. Hein, et après, il rentre dans la vision de la fourmi. C'est-à-dire qu'il est dedans, il est dans la mêlée. Mais la mêlée comme un entraîneur de football. Zidane, enfin, des gens comme ça, qui à un moment donné ont été dans la mêlée, mais qui deviennent entraîneurs. C'est-à-dire qu'ils ont une vision de l'aigle. Bon, voilà, je m'arrête là. C'était juste de faire une assise comme ça, de voir comment est-ce que voilà, la dirigeance et la gouvernance. C'est ça.
marquer les 6 ans de la détention abusive du vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, le Forum Radio-Télévision consacrera ses programmes pour parler de la vie, l'œuvre, le projet de société du général Mokoko, ainsi que son arrestation, sa détention et son procès injuste et irrégulier. C'est Benoît, il peut parler. Hein. Ok. Bon, mais je veux commencer par une maxime simple en disant donc les bienfaits et les malheurs ne touchent pas les hommes au hasard. Le ciel distribue suivant les mérites. Ce qui arrive à cet homme pour lequel nous nous sommes retrouvés n'est pas un fait du hasard. Et d'ailleurs, le hasard n'existe pas. Le général Mokoko est un grand républicain, compte tenu de sa fonction militaire et de son enfance, d'ailleurs, que vous avez bien souligné. C'est son enfance qui a déterminé cet homme qu'il est devenu. Et à partir de ce moment, il a cultivé cette non-rigidité, mais plutôt rigueur comme éducation qu'il a reçue de ses parents. Et c'est ce qui a fait de lui ce général que nous connaissons. Le général Jean-Marie Michel Mokoko est celui, comme dans le passé on disait, qu'il appartenait à cette oligarchie militaire. Mais à partir de la conférence nationale, il a pris conscience de beaucoup de choses. En tant que républicain, il s'est dit, je ne suis pas au service d'un homme, mais je suis avant tout au service de la nation. Il a donc pris ses dispositions en tant qu'officier supérieur pour faire aboutir justement la conférence nationale souveraine. Sachant que nous lui devons cette réussite. Parce qu'il aurait pu, comme on dit vulgairement parlant, retourner kazakh en se disant, nous sommes militaires et nous avons le pouvoir, nous le gardons. Mais lui, pour ne pas dire qu'il a trahi sa classe au profit de l'intérêt supérieur de la nation. Il a donc permis que la conférence nationale souveraine se fasse dans les bons offices. Alors, sorti de la conférence nationale suite aux élections, ayant perdu, ayant été démis de ses fonctions, il se retrouve, non pas en exil, mais il prend une décision de prendre du recul par rapport à ce qui se passait au pays. Et quand il vient en Europe, il écrit son livre « Congo, le temps du devoir ». Son engagement politique, il se démarque à partir de ce moment-là. Il se démarque en tant que politique pour prendre des responsabilités parce qu'il sentait que le pays allait à volo. Cette décision a fait de lui cet homme que nous connaissons et, chemin faisant, on est arrivé là où nous en sommes. Mais ce combat commençait du fait qu'il a épousé l'idéal républicain, cet idéal que la nation... Moi, je note quand même dans ce que tu dis, ce qui fait le génie quand même là, hein, dans ce que tu as souligné, c'est ce que j'appelle le repliement réflexif. Parce que dans ce que tu dis, on voit bien qu'il y a une plasticité mentale qui se met en route là, qui se met en place. Donc, repliement réflexif et dépliement narratif. Il se déplie et il écrit. Hein, le temps du devoir. Repliement réflexif, il se replie avec sa plasticité mentale. Dépliement narratif, il se met à écrire quelque chose d'important sur ça. Donc, vous voyez bien que ce va-et-vient que Benoît vient de souligner est quand même la marque des hommes d'État. Je rajouterai quelque chose après, maître. Bon. Juste un petit... Prenez la parole, hein, comme vous voulez. Prenez la parole. Moi? Prenez la parole, c'est un bâton rompu.
Ben alors, moi, je crois que je suis plus ou moins surprise parce que je ne connaissais pas du tout cette partie du général, c'est-à-dire son enfance, sa jeunesse. Ben oui, je ne la connaissais pas et bon, je crois, comme on dit, j'ai pris le serpent par le milieu. Ce n'est que l'aspect politique, c'est son engagement politique et sa façon de défendre ses idées qui m'ont ouvert les yeux, qui m'ont attiré vers cet homme que je découvre en fait, dont je découvre l'enfance. Et je comprends maintenant tout. Hein? Et qu'il soit né à Mosaka, oui, on le savait, ces conditions-là. Et puis, avoir grandi à Potopoto, nous connaissons tous. Hein, l'école, c'est le Saint-Vincent, c'est ça? Saint-Vincent de Paul. Saint-Vincent de Paul, oui, nous avons vu nos oncles qui ont été à cette école, Lubadila était à Saint-Vincent de Paul, ils en parlent tout le temps et c'était une mixture, on va dire, Saint-Vincent de Paul. Et il y avait deux écoles à Brazzaville qui rivalisaient en fait. Il y a Saint-Vincent de Paul à Potopoto et Saint-Joseph à Bakongo. Oui, à Bakongo. Oui. Voilà. Oui. Exactement. Et ce que je voulais dire, en fait, c'est que l'homme que nous avons découvert politiquement, aujourd'hui, nous savons pourquoi il est celui-là qui prêche la rigueur, qui prêche, mais ça s'explique. Vu le cheminement qu'il a eu, ça ne pouvait donner qu'un être, disons, qui a toutes ces qualités-là. Parce que on n'est pas rigoureux par hasard. On n'est pas exigeant par hasard. On vient de quelque part et cette éducation que nous avons reçue, ça nous poursuit. Même sans connaître nos parents, on sait pourquoi, même politiquement, quand nous prenons un engagement, il a une certaine coloration. Et c'est une coloration qui est visiblement liée à notre éducation de base. C'est sûr. Ça, je comprends parfaitement aujourd'hui. C'est dommage parce que j'aurais bien voulu vous produire le son d'une interview qu'on avait réalisée avec le général Jean-Marie Michel Mokoko en janvier 1996 à Paris. Lorsqu'il avait publié son ouvrage, il avait accordé une interview. J'ai le journal, l'US Canessa. Vous voyez ce que je montre. Hein, c'est ce qu'il avait dit. Oui. Hein? Mais c'est bien. Oui. Voilà, le serment. Donc, il y avait 4 pages. C'était spécial, le général Mokoko. Et le forum de janvier 96. Vous voyez ici, si ça se voit bien. Je crois que je dois l'avoir. Ouais, vous voyez la tête du général. Vous voyez. Alors donc, c'est assez significatif parce que c'est effectivement là où j'ai puisé un peu sa biographie que je vous ai relatée. On comprend le personnage. Moi, j'insiste sur le point où il a parlé de l'armée parce que c'est très important. Son engagement dans l'armée, vous avez suivi, lui il a dit que l'armée doit être au service de la nation et non des intérêts partisans. C'est ça qui fonde sa probité morale. Pour revenir au fait que en 1990, lorsqu'on a dépolitisé l'armée, il prend l'initiative en tant que chef d'état-major général de dépolitiser d'abord l'armée et de nommer les différents chefs de corps. Parce que s'il n'avait pas dépolitisé l'armée, il n'avait pas nommé
les différents chefs de corps, je pense que on n'allait pas réussir. On allait s'attendre à un coup. Et il a bien fait de commencer par ça. C'est pour montrer qu'il tenait l'armée. Et c'était un homme qui avait une probité morale, qui a une probité morale pour contester. Et qui avait de la rigueur. Parce qu'il disait toujours, une armée se gère avec les textes. D'abord. Et les usages. Ensuite, les traditions qui sont transmises de génération en génération au niveau des corps. Or, aujourd'hui, les textes sont là, on ne les applique pas. Et les usages et les traditions militaires, on ne les respecte pas. On va nous prendre les traditions des individus. Vous voyez ce qui se passe. Quand nous voyons les images, ça nous fait peur. Un soi-disant amiral qui danse avec ses ouailles. Hein? L'armée a une culture. Donc, à partir de ce moment-là, l'armée est ne sert que les intérêts partisans. C'est ce que je voulais dire. L'armée, en ce moment, l'armée devenait panique. Voilà. Donc, vous pouvez continuer. Que Dimet Matengo, là, je voudrais rebondir là-dessus. Il a employé le mot usage, les usages. Voilà. Donc, il y a un rapport d'usage où il y a une vacuité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le rapport du sage. Il y a le rapport d'usage et il y a le rapport du sage. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui prend du recul et que les usages tels que tu l'as évoqué là, de l'amiral qui fait des danses, on pourrait dire rutiliques, il vient dévoyer le rapport du sage. Il vient mythifier quelque chose d'un rituel qui viendrait consolider pourtant des repères. Hein? Initiatique. On est initié à accéder au rapport du sage et donc à un moment donné, on transcende un certain nombre de choses pour se dégager voilà, tailler sa pierre brute, pour ceux qui comprennent ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, ce rituel-là va venir parfaire les rapports d'usage, hein, et qui permettent à ce moment-là de nous apercevoir que Jean-Marie Michel Moukoko est un hybride culturel. Il y a un hybridisme qui fait qu'il a une vision holistique, il a une vision globale des choses. Et donc, quand Saragat dit, je ne savais pas que ça... Enfin, on s'aperçoit qu'il est visionnaire. Il est visionnaire. Et c'est une envergure qui n'est pas donnée à tout le monde. Hein?
Parce que tu es habité par rapport d'usage, rapport d'usage. Ça devient passionnant. Passionnant. Forum FM 105.8. T'as voté, Jean-Marie Mokoko, t'as voté, Général Mokoko, t'as voté. Oui, je voulais apporter une petite précision et je pense que Maître m'a rectifié un petit peu là. Le général Mokoko n'a pas été limogé par Lissouba. Hein. C'est lui qui offre sa démission à Lissouba. Voilà. Lui. Oui. Voilà. C'est pas Lissouba qui n'a pas été démissionné, c'est lui qui offre sa démission à Lissouba parce qu'il ne supporte plus la médiocrité ambiante autour du président et il ne supporte pas que le président, comment dirais-je, ne sévisse pas et donc du coup brave quelque part son autorité. Du coup, il offre sa démission à Lissouba. Lissouba prendra d'ailleurs 15 jours, 2 semaines, je pense, avant de la valider. Voilà, c'était juste la petite précision. Bon, moi, je voulais vous donner une précision, comme je parle des écrits. C'est toujours au cours de cette interview qu'on avait réalisée. Il va parler, il a dit, les manipulations dont certains de mes grands subordonnés étaient l'objet, avait conduit à un incident orchestré par 3 membres du comité de suivi devant le chef de l'État, c'est-à-dire Pascal Lissouba, relevant ainsi l'existence d'un complot indigne dont j'étais la victime. J'ai alors offert, au terme de cette séance de travail qui se passe fin juin 1993, ma démission au chef de l'État pour marquer mon indignation. Ce jour-là, il refusa de l'accepter. 15 jours plus tard, c'est-à-dire le 16 juillet 1993, constatant les exactions insupportables de la garde présidentielle, je décidai de la remettre dans le rang au besoin par la force, puisque statutairement, elle relevait de mon autorité. C'est ce 16 juillet que peu de temps avant l'expiration de l'ultimatum adressé à la garde présidentielle, que le président me convoque pour me signifier mon limogeage. Alors, c'était pour expliquer à peu près le désordre que Pascal Lissouba a créé avec sa garde présidentielle. C'est retourné contre lui, et c'est ça qui a permis également à Sassou d'amplifier ce manque de rigueur, ce manque d'application des textes, parce que Lissouba a été un mauvais exemple en tant que pays. Voilà un peu pour apporter la gestion démocratique du pays. Il faut savoir reconnaître qu'il y a eu des erreurs au départ. Et aujourd'hui, les erreurs de Lissouba ont été multipliées par 100, par 1000. Ah oui, voilà. On aura l'occasion d'en parler, ça c'est sûr. Oui, bien sûr. Mais ça, c'était pour rebondir par rapport à ce que nous avions dit. Ce sont des documents que nous produisons là. Le général Jean-Marie Michel Mokoko, en tant que chef d'état-major général, il évoluait dans une armée qui était responsable de la sécurité. Dans une armée vraiment républicaine. Voilà, une armée républicaine. Et c'est ce que les Congolais veulent. L'armée au service de la nation et non au service des individus. Les individus. Là est la nuance. Alors, moi je voulais juste dire un petit mot. Oui, merci, la sœur Agathe. En fait, c'est très intéressant, effectivement, tout ce que nous avons pu développer sur le général Jean-Marie Michel Mokoko. Alors, au vu de ce qui a été dit, moi, il y a une chose que je retiens, c'est que il n'est pas tribaliste. Il est tout sauf un tribaliste. Et ce que je retiens également, c'est que ce chef militaire qui s'est transformé, qui a transcendé, je dirais, son éducation, sa formation au service du peuple, qui est devenu ensuite un homme politique, est vraiment un chef.
Et d'ailleurs, si on revient à l'histoire un peu récente de notre pays, lors de la campagne présidentielle de 2016, où il a dit haut et fort à qui voulait l'entendre qu'un chef n'est pas voleur, qu'un chef n'est pas paresseux, ne doit pas être paresseux, hein, et qu'un chef ne doit pas être tribal. Donc, tribaliste. Donc ça, c'est des choses que je pense qu'il a affirmé avec le temps, l'expérience, et malheureusement, c'est ce qui nous gouverne aujourd'hui. Et là, je pense qu'il y a des choses à dire, mais nous allons plutôt nous focaliser sur celui que nous soutenons, sur celui pour lequel nous défendons l'idéal, que de s'apaisantir, voilà, que de s'apaisantir sur ce qui nous tire plutôt vers le bas et où chaque Congolais aujourd'hui n'arrive plus à se retrouver. Je voulais vraiment aller dans le même sens en me disant le général Jean-Marie Michel Mokoko, en tant que chef d'état-major général ou en tant que simplement militaire très haut gradé, il avait cette possibilité d'orienter la vie autrement et même le commandement autrement, c'est-à-dire bon, j'ai dit, je suis militaire, j'ai décidé, mais c'est quand même cet homme qui nous parle de l'observation d'un code de bonne conduite. Hein? Il dit il faut absolument observer ce code de bonne conduite, il doit s'imposer, mais partout, mais plus particulièrement dans les circuits financiers et la caserne. Moi, ça me... C'est là-dedans qu'il faut commencer à mettre de l'ordre. Et c'est lui, le militaire, qui le dit. Hein? Alors que certains militaires, et on le voit aujourd'hui, hein, mais moi j'ai dit, moi j'ai décidé, moi, hein, mais il dit, nous nous sommes écartés du code de bonne conduite. Il faut qu'il s'impose et qu'on revienne là-dessus, dans les circuits financiers et dans la caserne. Donc, je pense qu'une fois qu'on aura touché ces éléments importants, je crois que tout découlera de là, quoi. Si le militaire déjà comprend que la tenue qu'il porte, l'arme qu'il a dans son dos, ne lui donne pas le droit de rentrer chez qui il veut, de faire ce qu'il veut. Si celui qui gère les finances de l'État comprend qu'il est astreint à une bonne conduite qu'il doit observer, parce que l'argent qu'il fait rentrer, c'est pas son argent, mais c'est l'argent de l'État. Et l'État qui doit avoir les moyens de sa politique pour résoudre les problèmes de l'intérêt général, les problèmes des autres. Moi, je pense que Mokoko ayant touché cet aspect, eh ben, si on l'avait laissé faire, il aurait touché au bonheur de chaque Congolais à tous les niveaux qu'ils soient. Voilà. Il y a un parallélisme intéressant que j'aimerais servir de conclusion, mais comme le débat continue, on n'a pas encore entendu Pascal, notre ami, il faut que tu t'exprimes, c'est un débat. Je voulais juste faire un petit parallélisme. Merci, maître, merci, maître. Je pourrais rebondir, moi, je vais même dire, on va rembobiner un peu la cassette et dire que notre chef, en bon militaire, il aurait pu avoir une autre destinée. Mais il a gravi pratiquement tous les échelons, tous les grades de l'armée. Il s'est rendu compte que rien ne marchait comme il fallait. Pas comme il voulait, mais comme il fallait normalement que ce soit. Et pour que, en dehors de l'armée, pour qu'il puisse changer les choses, il a vu le côté politique, parce que le politique est supérieur au militaire. Et donc, il a voulu s'engager dans la politique afin qu'il puisse redresser toute cette art qui gangrène le Congo. Je pense que c'est à partir de là aussi
qu'on voit sa rigueur, son engagement, d'où vient son engagement, parce que dans l'armée, normalement, ils sont formés pour défendre la nation, comme vous avez su le dire. Or, aucun de ceux qu'on voit actuellement ne le fait. Et il s'est rendu compte que rien, absolument rien, n'allait comme il fallait. Les résolutions de la conférence nationale ont été dévoyées, rien n'a été appliqué comme il fallait. Maître, tu l'as souligné, en partant du fait que si on appliquait les lois, si on appliquait les décisions prises d'un commun accord, rien de tout ceci ne serait arrivé. On aurait travaillé dans le sens du bien commun. Mais personne n'a voulu que ce soit dans de ce fait. Alors lui, il s'est levé. Il s'est levé, il a dit non, il faut que ça change. Mais pour que ça change, il faut que je devienne chef de ce pays. Pour que je puisse demander à tout un chacun, que je puisse insuffler une marche à suivre. Et c'est ça qu'il a fait. Il s'est levé après mûre réflexion, naturellement. Et je pense que le temps du devoir, son ouvrage est une grande partie de sa réflexion, puisque ce livre est écrit pendant sa retraite. Donc, il a réfléchi, il a pensé réellement comment il fallait changer la vie des Congolais, la vie de la nation congolaise. Malheureusement, ceux qui ont des intérêts, des intérêts morbides, je veux dire, des intérêts cachés, non dévoilés, ne l'ont pas entendu comme cela, avec justement les comparses européens et ainsi de suite. Ils ont voulu continuer à manger la part du gâteau qui leur était servi. Et c'est ce qui a fait que sa victoire lui a été volée. Mais imaginons simplement qu'il ait pu avoir cette victoire. Actuellement, le Congo ne serait pas dans ces états où 14 000 milliards disparaissent d'un coup, l'école est à l'abandon, les hôpitaux, rien ne marche devant, les médecins sont devenus presque plus commerçants que médecins. Quoi d'autre? Rien ne va. Et c'est pas... Je pense que nous allons revenir sur ce sujet, sur cet aspect économique, puisque la sœur Agathe, elle a voulu parler du volet économique que nous avons reporté pour le prochain débat. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de nous battre pour quelqu'un qui a des convictions et qui a dit qu'on ne peut pas aujourd'hui tolérer des gens qui n'appliquent pas les textes. Un militaire est un soldat loyal. Parce que aujourd'hui, il faut dire qu'on est dans l'erreur. On n'est pas dans un système où on applique les règles. C'est pour ça que vous voyez les déviations qu'il y a. La répression, le général Moukoko, c'est un modèle. C'est un modèle. La pensée, nous devons la rendre visible auprès de ceux qui ne connaissent pas Moukoko, qui parlent de Moukoko. C'est seulement un général qui est du nord de la République et qui a été candidat, qui est en prison. Non. Ce travail que nous faisons permet également aussi à faire comprendre que ce soldat était pour le respect de la légalité républicaine. C'est très important. C'est le message que nous devons porter aujourd'hui par rapport à ce débat que nous faisons. Voilà. Si je peux me permettre, comme tu l'as dit, nous devons parler de l'homme de son vivant, comme les Africains parlaient de Mandela de son vivant. Voilà.
attendu tout à l'heure pour qu'on parle de lui. Et Maître, tu voulais bien que l'on arrive à montrer l'engagement politique du général Jean-Marie Michel Mokoko. Nous avons parlé de sa petite enfance, et là on a découvert que le hasard n'existe pas. Le hasard, c'est l'ignorance des causes profondes. Ça, on vient de le relever là entre nous. C'est parce qu'on ne connaissait pas les causes, et là on est en train de les relever les unes après les autres, qui montrent le caractère distinctif de ce général. Je veux bien parler du général Jean-Marie Michel Mokoko. Et c'est vrai, quand on l'a vu même étant chef d'état-major général, il s'est entouré de ses frères d'armes qui n'étaient pas de sa tribu. Son second, c'était bien le colonel Daniel Mabika. Au renseignement, il avait par exemple Mokoki, tous des frères d'armes de régions différentes. Et c'est en ce moment-là que, quelque part, on peut le dire, les Congolais ont constaté une armée qui était gérée de façon assez particulière, pour ne pas dire bonne. Hein? Une armée qui avait des officiers formés dans plusieurs écoles différentes, ayant appris des langues différentes. L'armée congolaise pouvait bien, les officiers pouvaient se réunir et parler en russe, puisque le plus grand nombre venait de par là-bas. Mais il fallait donc faire de telle sorte que chacun, avec sa formation, se retrouvant au Congo, puisse quoi faire? Se référer à sa formation militaire. Donc, à ses compétences, et ces compétences sont exigées presque de la même manière d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, en Occident comme à l'Est de l'époque que nous avons connue. Et à partir de ce moment-là, mais le militaire devait se distinguer par rapport à son savoir-faire. Et voilà, c'est ça l'armée qu'il fallait donner. Une armée républicaine qui se repose sur les compétences apprises à l'école, non pas parce qu'on appartient à telle tribu, à telle ethnie ou à telle famille, vous voyez. Et cela, ces exigences, on devait donc les apporter dans tous les domaines de la gestion socio-politique et économique dans notre pays. Et c'est le discours du général Jean-Marie Michel Mokoko. Faire autrement la politique. Et dans son analyse de l'état des lieux de notre pays, effectivement, il avait constaté beaucoup de déviance. Tu l'as bien relevé, il a quitté son poste de chef d'état-major sous la présidence du président Lissouba, qui a été élu démocratiquement. Mais malheureusement, les exigences démocratiques n'étaient pas au rendez-vous. Ça, il faut le dire. Il faut dire même que ce manque de rendez-vous avait un peu donné du poil de la bête au président actuel qui est en train de diriger le pays. Où tous, nous savons bien les propos qu'il a utilisés, que la démocratie n'était pas appliquée et autres. Ça l'a rendu populaire, entre guillemets. Mais malheureusement, nous allons revenir puisqu'on essaie d'évoluer. Donc, on essaiera de montrer la différence entre ce que les Congolais ont vécu pendant la conférence nationale sous le président Lissouba et ce qui se passe actuellement. Et donc, tout ce que le général Mokoko avait relevé comme déviance reste d'actualité et de façon même beaucoup plus gravissime. Oui, mais parce que... Et ça on viendra à l'échange entre nous. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais relever. Ce sont ces comportements... C'est ce qu'il appelait d'ailleurs, c'est ce qu'il appelait comme étant la démocratie crucifiée. Oui, c'est une parenthèse. C'est-à-dire les comportements partisans que le général Mokoko avait dénoncé justement dans son ouvrage était dû au fait que les chefs remplaçaient les lois et les règlements de la République par le manque de cohésion. Vous comprenez? Alors que le Congo, après la conférence nationale, avait mis en place des règles, les états généraux de l'armée. Je pense que vous êtes au courant. Et les états généraux de l'armée, ça s'est fait sous sa présidence, c'est lui qui était chef d'état-major général. Mais il a été déçu du fait que, au sortir de ces états généraux de l'armée, ça je peux en parler, oui. Pour garantir à la fois le caractère national et l'esprit d'une armée républicaine. Mais on n'avait pas atteint les objectifs. Voilà. On n'a pas atteint les objectifs. Les gens qui arrivent, ils foutent le désordre. Parce qu'il ne faut pas se voiler la face.
Le désordre est parti du fait de non-application des textes. Et c'est d'ailleurs sur cela que je me bats. Et je me battrai toujours jusqu'à la fin de ma vie. Je suis contre les gens qui ne respectent pas les règles. Chez moi, il n'y a pas de compromission entre l'application des règles et la non-application. C'est comme quelqu'un qui me dit, écoute, mais quand tu es en bonne santé, mais tu choisis la vie, c'est ça. On ne peut pas choisir à la fois la vie et la mort. Non, ce n'est pas possible. Pour moi, la mort, c'est ce qu'exigent tous les Congolais. Tous les Congolais veulent que les règles, tout ce que nous avons établi ensemble, nous devons les respecter ensemble. Bien sûr. C'est ce qu'attendent les Congolais. S'appliquer ensemble. C'est ce qu'exigent même les Congolais. Alors, j'aimerais bien rebondir sur ce que vous venez de dire là. Hein, parce que je pense qu'il ne faut pas garder sous silence ce que vous venez de dire. Vous avez parlé du mot nomination, nommer. Hein? Et quand il va nommer les gens, parce que nommer, c'est quoi? Nommer les compétences de quelqu'un, hein? Il y a aussi, quand vous nommez quelqu'un, vous faites une habilitation, excusez-moi le terme de psy, hein? Ce qu'on appelle l'habilitation intersubjective. Ça veut dire quoi? On a nommé quelqu'un, tu nommes quelqu'un qui n'est pas forcément de ton village, etc. Nommer, c'est bien dire, tu as des compétences, ils sont reconnus, c'est ce qu'on appelle un travail de nomination. Hein? Quand vous nommez quelqu'un à un poste, eh ben, vous êtes dans ce qu'on appelle l'herméneutique professionnelle. C'est-à-dire que vous regardez l'intérêt général, vous regardez les compétences de la personne et vous voyez capable de partager ça. C'est ça le travail de nomination. C'est très important ce que vous venez de dire là. Hein? Aussi bien Maître Massengo que le DG, hein, Jean-Paul, cet aspect-là, qui est de bien repérer à la fois la singularité et la pluralité des personnes, l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. C'est ça la nomination. Justement, ça dit que le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens qui sont nommés, que ce soit sous Lissouba ou actuellement sous Sassou, c'est l'ethno-régionalisation du commandement. Le commandement est pratiquement clanique, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas cet asservissement qu'on demande aux militaires. Un asservissement aveugle à un pouvoir politique qui pourra accélérer, par exemple, la construction d'une armée républicaine. Ce n'est pas ça. Oui, c'est ça. Donc, eux, ils font le contraire de ce qu'ils devaient faire. Et c'est pour ça que... Oui, maître, je voulais juste souligner un parallélisme pour clore notre entretien de ce soir entre celui qui nous gouverne aujourd'hui et le général Jean-Marie Michel Morocco, qui disait ceci à celui qui nous gouverne. La différence entre toi et moi, c'est que moi, je suis saint-cyrien, républicain et démocrate. Et il a démontré tout au long de son parcours. En tant qu'homme d'armes, il aurait pu, à plus d'une reprise, fomenter, mettre à exécution un coup d'État dans ce pays et il aurait pris le pouvoir par les armes. Il ne s'est jamais hasardé dans cette ligne et il est resté droit dans ses bottes. Ça aussi, c'est une particularité d'homme de guerre, d'armes, hein, qui est à souligner parce que c'est un militaire pas comme les autres. Et d'ailleurs, l'histoire aujourd'hui nous démontre que les militaires reviennent au pouvoir. Qu'est-ce qui lui a manqué pour ne pas prendre le pouvoir par les armes? Il a voulu la voie de la légalité. C'est pas. Et ça souligne. S'il vous plaît. Justement, beaucoup ont cru qu'il reviendrait au pouvoir par les armes. Par les armes. Oui. Mais pourquoi?
Et pour ne pas dire beaucoup même, on était déçus. Mais l'homme est resté droit. L'homme est resté droit. Parce qu'il n'est pas au service d'un homme, mais au service de la nation. Il n'entendait pas soulever l'armée pour se dresser contre la nation. Il a pris fait et cause de la volonté du peuple et il s'est aligné derrière le peuple. Et les gens ont cru que c'était une faiblesse, mais bien au contraire, c'est une force, c'est ce qui l'a rehaussé, c'est ce qui a permis d'ailleurs que les gens pensent que le général est Moïse. C'est celui qui vient sauver la nation en perdition, parce que nous sommes dans le chaos. Et il entendait remettre de l'ordre dans cette maison qui est aujourd'hui plonge dans l'obscurantisme, connaît le chaos, du désordre provoqué. Lui, il entend remettre de l'ordre dans cette maison. Et tel est son idéal. Et bien que derrière les barreaux, monsieur, notre général, entend faire prévaloir son idéal. Et c'est ce que nous poursuivons, nous, au niveau du MPA, parce que nous entendons défendre cet idéal et nous le ferons triompher. Parce qu'on peut enfermer un homme, mais on ne peut pas enfermer ses idées. Mais il faudrait, peut-être, je voudrais rebondir là-dessus. On nous signale que nous sommes hors délai en termes de temps, mais doyen Georges. Non, juste 2 secondes. Tu peux poursuivre. Il fera son montage. Voilà. Juste 2 secondes, parce que moi, je pense que ce qu'on vient de dire, effectivement, c'est intéressant, mais moi, je pense qu'il n'est pas ce militaire-là qui est habité par des pulsions agressives. Quand je dis pourquoi, mais c'est parce que toute l'éducation qu'on a dit en amont, tout ce qu'on a dit en amont, là, tout ce que Sœur Agathe allait esquisser, c'est-à-dire il est anti-corruption. Donc, il n'a pas de pulsion de possession financière. Son éducation que nous avons souligné son éducation, mais poursuivons. Il n'est pas habité. Il a une manière d'être qui fait qu'il n'est pas habité par des pulsions agressives. Il n'est pas habité par des pulsions de rejet de l'autre. Il n'est pas habité par des pulsions meurtrières. Hein? Il n'est pas habité par la notion de pouvoir pour le pouvoir. Voilà. C'est pas militaire, mais tant qu'il n'a pas ces défauts-là, ben non, on ne verra jamais en cet homme quelqu'un qui vient vous imposer par son arme ou par son grade, quoi. Non. Il n'y a pas de rapport d'imposition, mais un rapport de conviction. Ce qu'il faut relever aussi, et que les compatriotes doivent comprendre, c'est qu'à l'époque, nous avions une constitution et Maître Massengo Tchassé qui est là pourra peut-être nous donner très bien le numéro de l'article qui parlait de l'accession au pouvoir. Voilà. C'était par la voie des urnes. C'est processuel. Écrit dans notre constitution. Donc, à travers des élections. 92, DG. Pardon? La constitution de 92, de 1992. La constitution de 92, oui, à laquelle nous sommes attachés, puisque c'est l'instauration de la gestion démocratique de notre pays. Nous devons faire usage de cela. Nous devons accéder au pouvoir par la voie des urnes et non par l'usage des armes. Et voilà. Parce qu'on peut beau utiliser les armes, mais lorsqu'il y a mort d'homme, votre accession parfois peut être remise en cause. Et il faut dire que c'est pas toujours évident. C'est vrai, on peut prendre les exemples au Ghana, au Rolling, ça fait un coup d'État et autres, mais oui, on ne va pas partir d'un seul exemple pour généraliser. En général, il faut accéder à la direction du pays par la voie des urnes, correctement réalisée, avec le respect de tout ce qui est exigé pour que les candidats aux élections présidentielles accèdent à ce poste sans trop de remous ou de division au sein de la société. Voilà ce qui est simple. Et même, on peut encore dire, ben oui, mais la cassette de 2007. Ah oui, mais là, un jour viendra, on va s'expliquer. Nous, on sait très bien comment est-ce que les choses se sont passées, comment le général s'est retrouvé là face à des gens
en train de parler de coup d'État et autres. Qu'est-ce qui a fait que cela ne se soit pas concrétisé, puisqu'après tout, il avait contacté donc ces gens-là pour faire un coup d'État au Congo. Qu'est-ce qui a fait qu'il ne passe pas à l'exécution? Donc, vous voyez, c'est toujours l'homme, sa façon de voir les choses. C'est vrai que des opportunités se sont présentées, mais c'est vrai, je peux vous le dire, il les a balayées parce qu'après tout, ce n'était pas ce qu'il voulait. Il les a balayées. Même pendant la conférence nationale. On peut le dire. Il a été même piégé par le système. Enfin, une autre occasion viendra et on le dira plus clairement. Voilà. Nous avons parlé donc du général Mokoko qui avait le sens du devoir en tant que militaire parce que il répondait à l'appel pressant des Congolais. Et aujourd'hui, il est en prison. Ben, nous devons sensibiliser l'opinion nationale et internationale que son arrestation depuis 6 ans est une arrestation abusive, arbitraire. Et donc, nous allons revenir au prochain débat, aborder d'autres questions, notamment l'angle économique, avant d'attaquer son projet de société pour améliorer les conditions de vie de ses concitoyens. Alors, donc, je vous fixe rendez-vous pour la semaine prochaine. T'as voté Jean-Marie Mokoko, t'as voté Général Mokoko, t'as voté Jean-Marie Mokoko, t'as voté Général Mokoko, t'as voté. Toko voté yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yozali mwana mboka Congo. Toponi yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yozali gwagwa ya démocratie. Toko voté yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yozali mwana mboka Congo. Toponi yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yozali gwagwa ya démocratie. Tovote Général Mokoko, ozana nguya ya kobongisa Congo. Tulula yo na conférence nationale, yonde oponaka ekolo te. Toko vote yo, papa Jean-Marie Michel Mokoko, yozali mwana mboka Congo. Pour marquer les 6 ans de la détention abusive du vainqueur du premier tour de l'élection présidentielle de mars 2016, le Forum Radio-Télévision consacrera ses programmes pour parler de la vie, l'œuvre, le projet de société du général Mokoko, ainsi que son arrestation, sa détention et son procès injuste et irrégulier. On a cette vie, mais une seule radio. Une seule radio. Forum FM 105.8. Forum FM 105.8. Oh Maurice, c'est génial. Moi, j'aime.
Yana. Forum FM 105. Moi, j'aime.